On devient comme tout le monde à partir du moment où on a été intégré dans la ville. Et cette même crise va agir en milieu rural. Proposer de reloger les gens sur place. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis heureuse de vous retrouver pour ce deuxième webinaire de cette quatrième saison de la table ronde Urbanisme en francophonie sur l'informel, un enjeu pour l'urbanisme, organisée à l'initiative de l'Association internationale des maires francophones, en partenariat avec le réseau Apéro, Association pour la promotion de l'enseignement et de la recherche en aménagement et en urbanisme, l'Ordre national des urbanistes au Cameroun, et le laboratoire de géoarchitecture de Brest situé à l'Université de Bretagne occidentale. Donc, je suis Charlotte Blunven, ingénieure d'études pour l'AIMF, réseau de 300 villes et associations de villes depuis l'espace francophone. Avant toute chose, donc, je vous remercie pour votre présence à ce deuxième webinaire consacré à l'intégration de l'informel dans le développement de la ville. Nous verrons aujourd'hui que la restructuration des quartiers informels, illustrés dans des contextes différents, que ce soit au Cambodge ou au Cameroun, sont source d'urbanité, favorisent la participation des habitants et la sociabilité et contribuent à un nouveau récit urbain combinant nécessité, désir, résistance qui défie les modèles traditionnels de gouvernance urbaine. Les interactions qui existent entre le formel et l'informel posent en effet des questions politiques. Les solutions aux difficultés rencontrées se font par la base, c'est-à-dire avec les habitants de ces quartiers informels, en étroite collaboration avec les élus locaux. Je remercie aussi donc l'ensemble des comités de travail qui donc travaillent avec nous à la réalisation de cette table ronde, à savoir donc Pierre Baillet, secrétaire permanent de l'AIMF, Jean Yango, économiste urbaniste et président de l'ONUC, Lionel Prigent, urbaniste, économiste, professeur à l'UBO et directeur du laboratoire de géoarchitecture de Brest, Christian Calieu, urbaniste, Alain Bourdin, sociologue, Sylvain Allemand, journaliste et William Gouzien, technicien. Chaque webinaire dure 1h15, comprenant donc ma courte introduction, un débat entre les intervenants donc, que je remercie tout particulièrement pour leur présence, suivi d'un temps de questions-réponses durant lesquels nous ferons remonter vos questionnements. Tout au long de cet échange, vous pourrez donc écrire vos questions dans l'onglet Q et R qui s'affiche en bas de votre écran. Sylvain Allemand, l'animateur, se chargera au fur et à mesure de les faire remonter aux intervenants. Enfin, d'une synthèse de Christian Calieu. Cette série de réflexions s'inscrit dans le cadre de l'initiative Urbanisme en francophonie, portée par l'AIMF, que vous pouvez désormais découvrir sur la plateforme www.urbanisme-francophonie.org. En mobilisant des partenaires publics ou privés, élus, spécialistes des villes, agences ou encore écoles d'urbanisme, ce programme est destiné à préserver la cohésion sociale et le droit à la ville pour toutes et tous, à analyser les différentes manières de penser et de faire la ville, et de contribuer à un futur urbain pour l'espace francophone qui préserve la diversité mais aussi la richesse des villes. C'est un projet collectif ouvert à tous, donc pour ne rien manquer de l'actualité, vous pouvez dès à présent rejoindre les groupes urbanisme en francophonie donc sur nos réseaux Facebook et LinkedIn. Je laisse sans plus tarder la parole à Sylvain Allemand, journaliste et modérateur de cette table ronde, sollicité par l'AIMF à la fois pour son intérêt pour les problématiques urbanistiques, mais aussi de développement durable. Très bon webinaire à toutes et tous. Merci Charlotte, merci pour ce passage de relais. Tu l'as dit, nous allons poursuivre notre exploration de l'urbanisme informel en nous attachant, comme nous l'avons fait la fois précédente, à comprendre comment les habitants, les associations se mobilisent, inventent, concourent à comment résoudre les problématiques attachées à l'habitat précaire ou informel. On verra quel est le sens de ce distinguo. Nous allons également nous attacher à montrer comment les pouvoirs publics se mobilisent pour prendre en compte, intégrer cette inventivité. Et comme tu l'as dit, nous allons beaucoup voyager. Nous étions au Maroc la fois précédente. Nous allons partir au Cambodge, mais si tu le veux bien, si vous le voulez bien, avant de partir au Cambodge, à Phnom Penh précisément, nous allons au Cameroun, à Yaoundé, pour y retrouver un de nos panélistes, Martin Luther Djatche. Je devrais dire docteur Martin Luther Djatche,
parce que vous êtes géographe, urbaniste, aménageur, environnementaliste, c'est ainsi que vous vous définissez. Vous êtes enseignant-chercheur et également consultant, expert. Donc, vous allez au plus près des terrains pour essayer d'accompagner les acteurs locaux. Docteur, parce que vous êtes l'auteur d'une thèse sur l'habitat précaire en Afrique subsaharienne, avec pour sous-titre le cas de l'agglomération de Yaoundé, une thèse soutenue en 2018 et publiée aux éditions L'Harmattan. Si vous le voulez bien, c'est à la lumière de ce travail que nous allons vous écouter. Vous êtes venu, nous entrons dans le vif du sujet, avec quelques images qui nous plantent le décor, qui nous donnent à voir concrètement les caractéristiques de cet habitat précaire. Avant de nous dire comment ce que vous y avez fait, ce que vous y avez observé, est-ce que vous pouvez nous rappeler le contexte à la fois démographique, économique, mais également historique qui peut expliquer l'existence de cet habitat précaire dans des quartiers de Yaoundé. La parole est à vous, Martin Luther Djatche. Et merci. Merci pour la parole donnée. J'espère que tous les webinaires, tous ceux qui sont connectés m'écoutent. Alors, concernant les facteurs explicatifs de la présence de la prolifération d'habitats précaires, non seulement dans la ville de Yaoundé, au Cameroun en général, et même en Afrique, il y a d'abord le poids de l'histoire. Parce qu'il faut dire, pour le cas de Yaoundé, que les Allemands arrivent en 1884. Et puis, quand Yaoundé devient la capitale du Cameroun, après 1905-1910, les Allemands vont construire un territoire administratif colonial qu'ils vont appeler Yaoundé Station. Donc, c'est le périmètre administratif qui sera délimité. Et les quartiers réservés à l'habitat indigène, trop pauvres, vont se développer hors de ce périmètre et dans l'indifférence totale. Or, si les Allemands, c'est ce que nous disons aujourd'hui, si les Allemands avaient pris la peine de suivre l'installation des populations, peut-être qu'aujourd'hui, ce phénomène n'aurait pas la même ampleur. Donc, les Allemands ont créé ce centre administratif fortifié et c'est ce tracé autoritaire qui constitue les prémices de l'urbanisme ségrégatif à Yaoundé. Parce que les pauvres vont se retrouver d'un côté et les colons de l'autre côté. Et quand l'administration française va s'installer, elle va renforcer cette ségrégation en demandant même aux Européens de transférer vers l'extérieur toutes les cases habitées par les Noirs et de ne pas les accepter aux alentours du territoire colonial. C'était important de remettre en perspective historique parce qu'il me semble que c'est quelque chose qu'on omet de faire lorsqu'on s'intéresse à l'habitat précaire informel. Il y a bien évidemment d'autres facteurs que vous pourriez évoquer à la lumière des images que j'invite William à bien vouloir nous projeter, des facteurs démographiques, une croissance démographique et puis des facteurs socio-économiques que je vous laisse le soin d'expliciter. Tout à fait. Alors, avant et après l'indépendance du Cameroun, le Cameroun a mis sur pied un triptyque. La Société immobilière du Cameroun pour la construction des logements sociaux, la Maïtu pour l'aménagement des terrains et le crédit foncier pour financer les projets relatifs à la construction des habitations. Alors, ce triptyque a fonctionné jusqu'au milieu des années 80 avec la crise économique et les effets néfastes qui ont suivi, les politiques d'ajustement structurel et autres. Tout cela va ralentir, n'est-ce pas, ou interrompre la production de l'habitat par les acteurs publics qui vont désormais fonctionner en isolement comme des sociétés privées, dont les subventions de l'État vont être anéanties. Et cette même crise va agir en milieu rural, parce que les populations rurales qui vont ressentir la crise vont migrer vers les zones urbaines dans l'optique d'améliorer leurs conditions de vie, et elles vont ainsi gonfler considérablement la population urbaine, accentuant la promiscuité. On voit d'ailleurs des maisons d'habitation là. Généralement, ce sont des maisons construites par des pauvres, des gens qui arrivent comme ça en ville, qui n'ont pas assez les moyens d'acheter les terrains dans des zones, entre guillemets, viabilisables. Donc, on va acheter sur les versants de collines escarpées et dans les fonds de vallées marécageuses, parce que là, les terrains sont moins coûteux, puisque la transaction ne se fait pas par devant notaire. La transaction est informelle entre le vendeur et l'acheteur. Donc, ils vont construire des maisons d'habitation et en étant exposés aux différents risques et autres.
Alors, justement, vous venez de lâcher le mot risque, et c'est en cela que la notion d'habitat précaire, dont on voit qu'il est également informel, prend tout son sens, parce qu'il renvoie à une précarité quasi psychologique, au sens où les habitants sont exposés à des catastrophes, au risque de catastrophes, mais également à l'incertitude quant à pouvoir rester durablement là où ils se sont installés, faute de pouvoir le faire ailleurs. Effectivement, effectivement, vous l'avez dit. Cette précarité psychologique, personnellement, j'encourage l'État à trouver les moyens pour ôter cette précarité psychologique parce que c'est une pesanteur à l'amélioration réelle du cadre de vie. Tout à l'heure, on va le voir, même si les populations se regroupent en association pour améliorer leur cadre de vie, ce sont des actions qui sont encore minimes par rapport au potentiel réel de ces populations-là. Donc, elles ne veulent pas s'investir à fond parce qu'elles ont eu peur qu'en le faisant, l'État peut décider de démolir leur maison d'habitation et elles auront tout perdu. Donc l'investissement se fait avec beaucoup de prudence. Pourtant, si cette précarité psychologique est ôtée, et selon les cas, parce qu'elle ne peut pas être ôtée de façon automatique, hein, selon les cas, parce que les populations qui sont localisées dans des zones à très haut risque, il faut démolir. Mais celles qui sont localisées dans des zones acceptables, éligibles au permis d'implanter, c'est un document que l'État peut délivrer pour les constructions sommaires. Donc, les populations qui sont éligibles au permis de planter peuvent bénéficier à la longue d'une stabilité sur le plan juridique, pouvant leur permettre de s'investir totalement afin d'améliorer leur cadre de vie. Avant d'en venir au rôle de l'universitaire, du docteur que vous êtes dans l'accompagnement éventuel de ces associations, de ces habitants et des pouvoirs publics, une question sur alors les effets de l'inscription durable de ces habitats dans ce type de quartier. Est-ce qu'on peut constater au fil du temps une amélioration? Parce que ce que vous nous avez donné à voir, c'est un habitat dont on sent qu'il est précaire au sens où il est fragile de par ses conditions de construction. Oui, en effet, bon, cela dépend des populations, mais il y a eu des programmes qui ont été implémentés par l'État, comme par exemple le PDUE, le programme de développement des secteurs urbains et de l'approvisionnement en eau financé par la Banque mondiale. Alors, ce programme avait pour but d'améliorer l'accessibilité aux services urbains parce que l'un des principaux problèmes auxquels ces populations sont confrontées, c'est l'accessibilité aux services urbains. On a d'ailleurs vu tout à l'heure des maisons d'habitation avec juste des couloirs servant de servitude. Selon la loi qui régit l'urbanisme, il faut n'est-ce pas, des servitudes d'au moins 7 mètres de large pour permettre aux services d'urgence d'intervenir devant chaque maison d'habitation en cas de problème. Ben, l'État, à travers ce programme-là, a eu en désenclaver avec des ruelles de 1 mètre, 1 mètre 50, plusieurs quartiers à Yaoundé. Mais jusque-là, parce que le fait de désenclaver ne donne pas forcément l'assurance de demeurer. Donc, mais d'après mes propres enquêtes, parce que je suis un homme de terrain, j'ai consulté ces populations-là et elles m'ont dit non, c'est pas forcément un problème de manque de moyens, mais c'est parce qu'en fait, on n'a toujours pas l'assurance. Même quand l'État procède à des désenclavements, ça ne signifie pas qu'on a l'assurance d'y demeurer pendant longtemps. Il faut donc un document officiel pour qu'on puisse s'investir totalement. Donc voilà le blocage en fait. Un mot avant de poursuivre notre voyage à travers le monde et d'atteindre Phnom Penh sur le rôle de l'universitaire que vous êtes. Tout cela a été matière à un travail de thèse, mais je l'ai dit, vous êtes aussi expert, consultant. Est-ce que vous avez eu un rôle précis dans l'accompagnement de ces habitants, de ces associations auprès des pouvoirs publics ou des pouvoirs publics eux-mêmes? Oui, j'ai été impliqué dans de nombreux plans d'occupation des sols. Parce que depuis un certain temps, le ministère de l'Habitat a décidé d'octroyer des financements auprès des communes du Cameroun pour qu'elles puissent procéder à un plan d'occupation des sols ou un plan sommaire d'urbanisme. Donc, j'ai été impliqué dans plusieurs communes. Et la remarque que nous faisons et les conseils que nous donnons aux maires, c'est il faut anticiper. Il faut anticiper parce qu'en fait, lorsqu'on constate que les populations qui ont construit l'habitat informel sont localisées dans des zones à haut risque et qu'il est important de démolir leurs maisons d'habitation, il n'y a pas de réserve foncière. Donc, les maires n'anticipent pas. Nous leur disons, il faut anticiper. Dès que vous êtes installé, pensez à constituer des réserves foncières. Parce qu'aujourd'hui,
Même les institutions internationales qui financent des projets urbains n'acceptent plus qu'on envoie les populations dans les rues. Donc, ce sont des initiatives qui ne sont plus encouragées. Il est question pour l'État de trouver aujourd'hui des mesures et d'adapter des lois en fonction des cas. Pierre Mellin et François Thioé, d'ailleurs, dans le dictionnaire de l'urbanisme et de l'aménagement, disent que la notion de zone non constructible est très, très relative aujourd'hui. Donc, ce n'est pas parce que les gens sont localisés dans des zones non aedificantes on va dire que ce n'est pas non constructible. Non, c'est selon les cas. Il faudrait que les États s'investissent. Et au maire, nous leur conseillons de constituer des réserves foncières afin de recaser ces populations-là. Recaser ne signifie pas qu'on doit reloger. Recaser, c'est proposer de nouvelles parcelles. Il préviendra à ces populations-là de construire leur maison d'habitation à leur guise. Tout à fait. Sous le contrôle des services municipaux, bien sûr. Ce qu'il y a de passionnant dans votre analyse, et c'est un point commun avec, me semble-t-il, le témoignage qu'on va entendre d'ici peu, à savoir la complexité, l'articulation des différentes échelles, l'articulation des différentes dimensions. Ça peut paraître évident, mais ça va quand même mieux, surtout quand c'est dit par vous. Donc, l'articulation de l'échelle locale, nationale, l'approche législative, juridique, économique, anthropologique, psychologique, ce qui rend vraiment votre approche passionnante. On reviendra bien évidemment vers vous parce que j'aimerais que nos deux intervenants suivants vous réagissent à ce qu'ils ont entendu, mais auparavant, on va les entendre témoigner du projet pilote qu'ils ont porté à Phnom Penh avec justement le concours de plusieurs partenaires locaux et internationaux. À travers vous, donc, Monsieur Tanavout, NAC, que je remercie d'avoir pu nous rejoindre dans le cadre de ce webinaire. Vous êtes conseiller municipal de la municipalité de Phnom Penh. Vous avez été également, au sein de cette municipalité, sauf erreur de ma part, directeur des relations internationales, ce qui vous a permis de nouer des partenariats avec différentes villes pour mener à bien des projets, dont la ville de Paris, qui a été impliquée dans le projet dont on va parler à travers son agence d'urbanisme, l'agence d'urbanisme, la Pure, que vous représentez, Christiane Blanco. Donc, nos webinaires l'ont compris, c'est un témoignage à deux voix. Vous avez été impliqué dans ce projet, vous êtes architecte urbaniste, vous avez été responsable des études au sein justement de l'atelier parisien d'urbanisme, la Pure. Vous nous direz tout à l'heure quel a été votre rôle exact dans le projet dont on va parler et les enseignements que vous avez tirés de cette expérience. Je suis donc architecte urbaniste. Je travaille à l'atelier parisien d'urbanisme, qui est donc l'agence d'urbanisme de Paris depuis très longtemps, depuis 40 ans. Et j'ai commencé à intervenir au Cambodge en 1990, au moment où démarrait le programme ce qu'on appelait le programme de reconstruction du Cambodge, qui était un programme qui était financé par les donateurs au niveau international. Et donc, je suis intervenue au départ pour reconstruire le bureau d'urbanisme. Et pour reconstruire ce bureau, on a décidé tout de suite, avec les Cambodgiens, de ne pas faire de la pure formation, mais de faire des actions en même temps. Donc, en fait, même ce projet qui n'a lieu que 30 ans plus tard, finalement, est un peu un héritier de cette histoire du bureau d'urbanisme de Phnom Penh, qui, depuis 30 ans, participe à des projets, a monté des partenariats avec des ONG, est intervenu sur le relogement de populations précaires pendant de nombreuses années, puisqu'il y a eu des grands incendies sur les paillotes, il y a eu de l'habitat sur les berges qui étaient dans des situations extrêmement dangereuses d'inondation, etc. Mais il y a eu de nombreux programmes. Mais tous ces programmes étaient toujours des programmes de relocalisation des populations très loin de leur lieu d'origine. C'est-à-dire qu'on était sur des terrains qui étaient mis à disposition hors de la partie urbanisée de la ville, qui pouvaient être à 10, 20 ou même 30 kilomètres, ce qui évidemment posait de graves questions à la fois pour maintenir le travail des habitants, et à la fois aussi pour tout ce qui était les services, les écoles, etc.
Bon, même si aujourd'hui, ces quartiers ont été rattrapés par l'urbanisation et sont devenus des quartiers très urbains. Mais en tout cas, ils ne l'étaient pas au départ. Et donc, la caractéristique spécifique de ce projet-là, qui a été donc financé par l'Union européenne, l'AIMF et la municipalité de Phnom Penh, c'est de proposer de reloger les gens sur place, c'est-à-dire de transformer finalement une infrastructure qui était une rivière à moitié canalisée, entourée de terrains vagues, en un canal totalement canalisé qui permettait de dégager des terrains pour reloger les habitants sur place. Donc, c'est ça la grande nouveauté de ce programme et c'est donc voilà, la différence principale. Avant de faire un autre essai auprès de M. Tanavout, juste une question pour préciser encore votre rôle. C'est que vous l'avez dit, vous connaissez ce pays. Pour autant, le rôle de la PUR n'a pas été de dessiner le projet, mais de venir en assistance technique auprès d'équipes composées à 100% de Cambodgiens, tant du côté des concepteurs, des architectes, que des autorités locales, bien évidemment. Absolument, ça c'est vraiment la base de notre intervention à Phnom Penh depuis les années 90, c'est de donner les moyens aux services, aux architectes, aux ingénieurs, etc., d'avoir les compétences qui leur permettent de mener les projets, de les dessiner, de les concevoir. Et nous intervenons dans le cadre de la coopération décentralisée entre la ville de Paris et la ville de Phnom Penh en assistance technique. Comme en plus il y avait le Covid, voilà. on a travaillé par mail. Oui, j'ai entendu. Voilà. Donc, ça marche maintenant. Voilà, donc maintenant Alors, ça parfait. marche, donc je laisse la parole à Tanavout. Et nous Oui. reviendrons vers vous, Christiane Blanco, qui est venue également avec des images qui illustrent parfaitement la manière dont le quartier s'est urbanisé, a gagné en urbanité. Mais auparavant, donc revenons vers vous, Monsieur Tanavout, et si vous pouviez donc nous donner à voir la situation de ce quartier, Stung Minche, situé le long d'un canal, avant votre intervention, l'intervention dans le cadre du projet pilote et après. Voilà, je vous remercie. J'aime bien de passer l'image qu'on a envoyée, c'est-à-dire à Phnom Penh. Mais avant de tout, j'aime bien de dire que je suis d'accord avec Madame l'architecte, Madame Christiane Blanco, parce que c'est elle qui a découvert tous les documents urbanistes pour faire sur notre cité, sur notre capitale de Phnom Penh. Donc, je passe avec le quartier de Stung Min Chi avant et après. Avant, c'est l'habitat sur les bords du canal. Voilà l'habitat sur les bords du canal. Le relogement intermédiaire sous l'autoroute. Là, après. Et aujourd'hui, le nouveau quartier déjà changé selon le projet de coopération avec cofinancé de l'Union européenne et avec Ville Paris, AMF, la municipalité de Phnom Penh et l'association des capitales dans les provinces et la ville. La deuxième page, c'est le quartier de nouvelle construction. Donc, passer aux deuxième page. L'habitation, s'il vous plaît, passez au deuxième page. Oui. L'habitation réalisée par les habitants avec une assistante technique et une banque de matériaux. Voilà. L'habitat, c'est divers au bord du canal. Et après, maison en bord, pas encore restauration. Et après, le compartiment en briques et en béton. Ça, c'est à droite, là. Donc, continuez à l'autre page. Ah oui. Et voilà. Voilà, c'est le centre communautaire, le nouveau équipement qui va installer. Le centre communautaire, ça, c'est le centre communautaire, la première image. C'est le centre communautaire qui va construire pour tout le monde se réunisse la réunion d'éducation, de donner les conseils sur
notre affaires sociaux. Et en bas, c'est l'esplanade sous autoroute, nouvelle ère en jeu et de sport. On a utilisé sur l'autoroute, il y a une place libre pour installer les jeux et les sports pour que les voisinages de ce quartier de passer de jouer les sports, de jouer les gymnastiques, les gymnases. Voilà. Ça, c'est dans le quartier de Saint-Michel. Ici, c'est une série d'images qui illustrent ce qu'on évoquait déjà, à savoir l'extrême diversité des parties prenantes, que ce soit les habitants, les architectes, urbanistes, l'assistance technique, les pouvoirs publics, mais je vous laisse le soin de le préciser. Il y a une participation, les communautés locaux, et après les techniciens, les architectes, les ingénieurs, et surtout le chef de quartier et notre association des régions pauvres pour assister et consolider, de travailler, développer cette zone-là. Et le troisième image, c'est le rôle central de l'assistant technique dans la mise en place, dans la mise en œuvre d'une réelle participation des habitants. Voilà, c'est le premier image, c'est notre technicien, les infirmiers pour que donner c'est-à-dire les médicaments, les choses pour que les locaux qu'il a travaillé chez nous. Et le quatrième, les deux images encore, c'est pour présenter que notre région qui va passer avec les jeunes et les techniciens pour dans le quartier de Saint-Michel. Et voilà, on va raccourcir, on va résumer tous les quartiers pauvres de Saint-Michel avant et après. Voilà. Alors, merci pour ces éclairages. Rappelons que ce projet pilote s'inscrit dans une démarche ancienne, mais que ce projet pilote a été mené donc de 2019 à 2022. 3 ans, c'est assez rapide. Comment vous expliquez cette rapidité de mise en œuvre et comment au regard des résultats obtenus? C'est que justement, ça s'inscrivait déjà dans une démarche ancienne? Oui, je vous remercie. Je vous donne, pour atteindre la première résultat prévu, l'amélioration des conditions de vie de la communauté de Canal Saint-Michel, le projet a réalisé de 5 activités clés comme suit. C'est-à-dire, premièrement, c'est soutenir l'organisation interne des collectivités locales, leur application dans la priorisation et la conception des investissements. Deuxièmement, c'est renforcer les capacités et la coordination entre le PPCH, de la division de la planification et des investissements de leurs homologues des 104 et des Cannes. 104, c'est le sous-quartier et le Cannes, c'est le quartier. Mettre à jour les documents d'aménagement du territoire et la définition de leurs besoins. Quatrièmement, c'est mener les actions de sensibilisation et de formation après des communautés locales. Et le dernier, c'est le soutien au logement et fourniture d'infrastructures publiques. Et après, il y a une autre concept, c'est-à-dire le principe d'activité du projet. Il y a pour atteindre le second résultat prévu d'application de la loi et de la coordination entre les différents niveaux d'application subnationale SNA, le projet a mis en œuvre en 3 activités clés comme suit. C'est-à-dire concevoir en stratégie de communication et de plaidoyer, y compris des forums thématiques et des études en 2 cas. Établir les partenariats avec des parties prenantes des clés pour
soutenir le travail de plaidoyer membres du Parlement, journalistes et universitaires, mettre en place et mettre en œuvre un prix excellence en urbanisme. Et après, des principes d'activité de projet, c'est-à-dire pour atteindre la troisième résultat prévu de NCS, NLC et NACPA, ont rempli leur mission à plaidoyer de renforcement des capacités d'échange entre pairs et de partage de bonnes pratiques, les projets à mener sans activité qu'on suit. Alors, Consolidation de la structure du secrétariat général de l'ASAC, fournir des moyens logistiques pour un fonctionnement efficace à ce secrétariat général. Renforcement des capacités du secrétariat général de l'ASAC, y compris d'échanges entre pairs dans un pays de la nation. Mettre en œuvre, mettre à jour régulièrement le manuel de procédure du secrétariat. Alors, Appui monsieur... à... Ouais. Ce que je vous propose, c'est de nous en tenir là parce que ce que vous nous dites est déjà amplement suffisant pour comprendre que ce projet pilote s'inscrit dans une démarche d'ensemble nationale et qu'elle est l'occasion de processus d'apprentissage, y compris du côté des pouvoirs publics nationaux et locaux. Alors, si vous le voulez bien, avant d'entendre Martin Luther réagir à cet exemple, j'aimerais revenir à Christiane Blanco pour que vous nous disiez, Christiane, les enseignements que vous avez, que vous souhaitiez mettre en exergue à partir de ce projet pilote. Il y en a un qui me semble très important, c'est le fait qu'il est produit de l'urbanité. C'est ce que vous évoquiez tout à l'heure, mais on pourrait y revenir avec quelques images qu'on fera défiler et avec lesquelles vous êtes venus. Alors, bon, alors, avant de passer à l'urbanité, qui est la fin, qui est tout finit bien. Mais la question, en fait, si vous voulez, c'est qu'en 2015, la municipalité de Phnom Penh avait besoin d'améliorer son réseau de drainage. Et donc, ce Stung, qui veut dire rivière en khmer, hein, cette rivière qui était complètement envahie par les ordures, par les boues, etc., devait être rénovée de manière à ce qu'il puisse, ce canal, devenir un canal et rentrer vraiment dans un réseau de drainage efficace. Donc, il fallait de toute façon déplacer les populations parce qu'on ne pouvait pas faire les travaux avec les 500, il y a plus de 500 familles, on est sur 560 familles qui étaient là. Donc, a été imaginé un projet par les services techniques qui consistait à dire, on va faire un habitat intermédiaire sous l'autoroute, ce que Tanavout a dit au début. Donc, on va fabriquer des espèces d'algéco dans lesquels les familles vont aller, 150 par 150, et on va les reloger. On va faire pendant ce temps-là, phase après phase, la rénovation du canal, fabriquer des rues autour et des maisons. Ce projet n'a été possible que parce que, à partir de là, la municipalité, avec l'appui de l'IMF, a demandé le budget à l'Union européenne. Il ne faut pas se faire d'illusions. Ce projet ne pouvait pas se faire purement sur des fonds propres. Donc, autant il y a eu des fonds propres de la municipalité, notamment pour faire les infrastructures, les réseaux d'eau, d'assainissement, etc. Mais pour aider à financer l'habitat, faire un fonds d'investissement financier du microcrédit, faire une banque de matériaux pour que les gens puissent construire leur maison, tout ça n'était faisable que parce qu'il y avait l'Union européenne. Et juste en une phrase. Christiane Blanco, arrêt sur image, il me semble que là, vous répondez à la question que nous communiquait Jean Yongo, qui nous accompagne dans la préparation et la conception de ce cycle de webinaire, qui se posait la question de savoir si les habitants, au-delà des conseils, bénéficiaient de financement pour payer, couvrir les frais de construction. Alors, le but du truc, c'était quoi? C'était que les gens fabriquent eux-mêmes leur habitat, pour être sûr que c'était un habitat qui convenait et qui leur était
correspondaient à leurs standards, avec derrière des prêts possibles auprès d'un fonds de microcrédit et auprès d'un fonds bancaire. D'accord? Et avec une banque de matériaux pour aider à payer un certain nombre de matériaux, des portes, des fenêtres, etc. À partir de là, les gens pouvaient décider. Alors, deuxième élément, les lots. Donc, il y a eu un projet général qui a été fait par les jeunes architectes de la mairie de Phnom Penh qui ont décidé des lots de 4 mètres par 6 mètres, de 24 mètres carrés. Ce qui permettait au bord du canal de fabriquer un espace public et de reloger tout le monde sur place. Ở long cái canal. Oui, le long du canal. Donc, à partir de là, la question qui nous était posée à nous, et c'est là qu'on a commencé à intervenir, c'était comment est-ce qu'on fait ces espaces publics, quelle allure ils ont, quelle dimension ils ont, comment est-ce qu'on fait aussi des maisons qui peuvent tenir dans 24 mètres carrés et qui soient habitables. On a vu dans les photos de Tanavout des petites maquettes là. Donc, les jeunes architectes ont fait des petites maquettes, ils ont même fait des projets pour montrer comment c'était possible. Et ensuite, on a travaillé avec eux pour optimiser ces projets, réduire les cuisines, réduire les salles de bain, réduire l'escalier pour qu'on puisse monter tout en ayant de la place. Enfin bref, juste un problème d'optimisation de l'architecture. Donc ça a été nous, en tant qu'assistance technique, c'est ça notre travail. On a travaillé avec les jeunes archis, de loin, parce que c'était le Covid, pour mettre au point les différents éléments du projet que eux étaient en train de dessiner et qu'ils discutaient avec les habitants. D'où les photos où on voit les maquettes avec l'équipe technique qui pose devant les maquettes. Ensuite, on a tiré au sort les lots. C'est-à-dire que les gens ne choisissaient pas le lot où ils allaient être, ils a été tiré au sort. Parce que c'était le seul moyen pour que ça marche. Évidemment, je vous passe les dizaines et dizaines de réunions avec la population pour les mettre au courant, pour qu'ils adhèrent, pour qu'ils soient d'accord, etc. Mais c'est ce qui permettait d'aller vite. Parce qu'en fait, ce projet, il était prévu depuis 2015 et quand l'Union européenne est arrivée avec son financement, il était prêt. Et donc, il n'y avait plus qu'à le faire. Donc, on pouvait démarrer le lendemain. Et depuis 2015, la municipalité commençait à faire les travaux d'infrastructure pour libérer le terrain. Alors Voilà. ça, c'est un élément de réponse à la question que je posais tout à l'heure, c'est comment expliquer la rapidité avec laquelle il a été porté et la rapidité avec laquelle vous avez obtenu des résultats, y compris en termes d'urbanité, j'y reviens. Et donc, si William pouvait projeter les images, et vous pouvez les commenter, il y en a qui donnent à voir comment l'apparition de commerces, de petits commerces ou d'autres lieux d'activités de quartier. Alors, auparavant, il y a cette vue d'ensemble sur laquelle on ne va pas forcément s'attarder parce qu'elle donne juste à voir le contexte. Oui, c'était juste pour vous montrer les documents qui étaient faits, et puis notamment à droite les lots, et puis après vous avez un petit logo, mais ceux que ça intéresse, qui dit quels sont les revenus des habitants, donc pour dire qu'on est vraiment sur des gens plutôt pauvres et qui n'ont pas de capacité d'investissement ou très peu, mais qui en revanche sont prêts à investir à partir du moment, et c'est l'élément important du projet, tout le monde devient propriétaire du terrain de son lot. C'est-à-dire que le 24 mètres carrés devient la propriété de la famille qui construit dessus. Y compris avec la possibilité de le revendre? Comment? Avec la possibilité du coup de le revendre? Avec la possibilité de revendre, et on a à peu près 20% des gens qui sont en train de revendre, mais je crois qu'il n'y a pas de projet. Parce qu'il y a des gens pour qui ce standard-là, même ce standard-là très petit, est trop fort par rapport à leur capacité financière. Et donc, pour eux, le fait de revendre est presque une manière d'augmenter quand même un peu leur situation financière. Donc, voilà. Et on est à peu près sur 20%. Et moi, je pense qu'à peu près tous les projets qu'on a connus comme ça dans différents pays, il y a toujours une partie des lots qui sont revendus. Mais donc, l'important, c'était le financement et la propriété privée, le droit de propriété. Pour revenir sur ce que disait tout à l'heure Martin Luther, je me permets d'appeler par son prénom, c'est vraiment ce qui les sort de la précarité. Après, quand on est trop pauvre, eh ben, on ne construit pas. Vous voyez à gauche de l'image, là, vous avez des petits hangars, vous avez des gens qui ont construit un truc en rez-de-chaussée en tôle. Mais le terrain leur appartient. Et c'est ça qui est fondamental et qui fait que demain, s'ils ont plus de moyens, ils vont pouvoir investir et monter en qualité.
Et créer des activités comme l'illustre la Voilà, photo et on suivante. crée des activités. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'on crée un espace public, ce qui n'existe Voilà. pas dans les quartiers informels, hein. Donc tout d'un coup, il y a une vraie rue avec des gens qui passent, avec des voitures. On est comme tout le monde. On devient Ouais. comme tout le monde. Et ça, c'est très important. Et puis, à nouveau là, vous voyez, donc des gens qui ont leurs matériaux, qui attendent pour construire. Un hangar, quelqu'un qui construit une petite maison en tôle et qui fait tout de suite un petit commerce. Et puis aussi derrière, des bâtiments R+2, R+3 en béton, donc des gens qui aussi, à partir de là, mettent en œuvre une architecture et des immeubles avec des moyens, avec un prêt, et qui va aussi sans doute déboucher pour certains sur le fait de gagner de l'argent avec le bâtiment. Parce que notamment à Phnom Penh, il y a beaucoup de parties de bâtiments qui sont louées, par exemple. L'autre élément important, j'ai mis cette image peut-être pour montrer comment les gens très vite ont utilisé et se sont appropriés l'espace public. C'est-à-dire que le fait d'avoir ces 6 mètres entre le bâtiment et le canal fait que, eh bien, on devient un vrai quartier. On peut mettre des plantes, on peut mettre des bas-flancs, on peut mettre toutes sortes de choses, et on a donc devant sa maison, désormais, on peut faire sécher le linge. Donc, on est comme un autre quartier d'habitation dans la ville. Illustre la diapositive suivante, si William pouvait l'envoyer. Voilà, très Bon, bien. là, c'est juste pour montrer que, ben voilà, quand en plus, ça, c'est un bâtiment, on est à l'angle, et puis voilà, eux, ils font un commerce. Le truc important qu'on avait demandé, c'était qu'il y ait 50 cm devant la maison, qui ne soit ni la chaussée ni la maison. Alors, on a beaucoup discuté de ça avec les jeunes archis qui disaient, mais pourquoi, ça sert à quoi, etc. Et en fait, ça sert à ça. C'est-à-dire, ça sert à ce qu'on puisse mettre des plantes, ça sert à ce qu'on puisse planter une chose, ça sert à ce qu'on puisse mettre les 2 marches qui permettent de monter dans la maison qui est plus haute pour se sortir des inondations au cas où le canal déborde, ce qui pourrait toujours arriver, on ne sait jamais. Voilà, donc c'est des éléments comme ça sur lesquels on a travaillé, donc des choses très concrètes. Et sans vous concerter avec M. Tanavout, vous avez choisi pour conclure une dernière illustration où l'on retrouve cette autoroute suspendue avec en dessous une animation, des activités, des aires de jeu. Oui, Voilà. alors au début, on voulait faire un vrai jardin au-dessus du canal. Et puis, on n'a jamais réussi parce que la construction du canal faisait qu'on n'arrivait pas, ils avaient peur que ça s'écroule, etc. Enfin bref. Donc finalement, on a pris le terrain sous l'autoroute où il y avait eu les maisons intermédiaires, donc, et surtout parce qu'on était sous l'autoroute, c'était un terrain public. Donc, soit on n'en faisait rien et on avait une petite chance qu'il y ait à nouveau de l'habitat informel qui s'installe dessus, ou qu'en tout cas, voilà, ça devienne un dépotoir ou je sais pas quoi. Donc, il a été décidé par le gouverneur que c'était là qu'on allait faire l'espace de loisirs. Et donc maintenant, il y a des cours de danse, il y a des jeux d'enfants, il y a toutes sortes de choses, et tout le quartier est là tous les soirs. Voilà, enfin, ça marche très très bien. C'est pas très vert, il n'y a pas beaucoup de plantations. Mais bon, voilà, c'est ce qu'on pouvait faire, et donc c'est comme ça. Parfait. Avant d'entendre la réaction de Martin Luther, que j'appelle également par son beau prénom, peut-être une réaction de M. Tanavout, ou plus exactement une question. Est-ce que depuis, ce projet pilote est devenu un projet modèle qui fait référence bien au-delà de Phnom Penh? Est-ce qu'on vient, en d'autres termes, des 4 coins du monde pour observer ce qui s'est fait, ce qui s'est produit en l'espace de quelques années? En quelques mots, Monsieur Tanavout. Oui, sur ce projet-là qu'on a réalisé depuis 2019 jusqu'à 2022 pour faire le renforcement de la capacité des collectivités locales cambodgiennes. Et ça se rend en propre propriétaire de logement et aussi avec un centre de culture et loisirs. Culture et loisirs, c'est-à-dire qu'il y a une salle sportive et aussi il y a une place libre pour faire utiliser, faire jouer les jeux et les choses et une petite réunion avec les jeux, les parents, les mères qui ont vu pour assister dans cette place libre. Ça, c'est le culture et le loisir pour
notre village dans le quartier de Saint-Michel. Alors, Ça très impact pour affecter avec culture loisir aux nos citoyens de Saint-Michel. Ça, c'est très intéressant. Martin Luther, je ne sais pas si vous connaissiez ce quartier avant de donner votre accord à la participation à ce webinaire. Qu'est-ce qui vous inspire? Quel parallèle feriez-vous avec donc ces quartiers de Yaoundé où vous êtes intervenu avec votre casquette d'universitaire? À mon avis, Martin Luther. Allez-y. Oui, ok. Alors, je suis très frappé par cette initiative-là. Et ça cadre un peu avec ce que je propose dans mon ouvrage pour contribuer à la résolution de ce problème lié à la prolifération de l'habitat informel. Alors, ce qui me marque dans cette expérience, c'est que les financements font intervenir non seulement l'Union européenne comme bailleur de fonds, mais également les banques, puisque Christian tout à l'heure a parlé des prêts de la population avec la possibilité d'effectuer des prêts auprès des banques. Et je me demande bien sur quelle garantie est-ce que ces banques-là ont effectué j'allais dire, légué ces prêts aux différentes populations. Parce que le problème justement de Yaoundé, c'est que même si l'on démolit, comme on l'a fait pour le cas de Pompey, je pense bien, c'est Stouminché, le quartier Stouminché. Alors, lorsqu'on le fait, à Yaoundé, il y a plusieurs cas où on peut bien le faire, mais seulement lorsque les populations vont investir, il y a certains qui ont suffisamment de moyens de le faire et d'autres pas. Bon, là, pour ce cas précis, elle a parlé du prêt et je ne sais sur quelle base les banques, n'est-ce pas, ont octroyé ces prêts-là. Donc, comment est-ce que ces populations qui sont censées être pauvres pour la majorité effectuent ces remboursements-là? Alors, c'est tout le principe du microcrédit, mais je laisse bien évidemment à M. Tanavout et Mme Blanco le soin de vous répondre. Oui, je réponds ou vous répondez? Oui, comme vous voulez. Christiane, allez-y. Allez, alors juste, d'abord, ça fait bientôt 20 ans maintenant qu'il y a du microcrédit qui existe à Phnom Penh, hein, donc des fonds de microcrédit, des banques des pauvres, hein, qui ont été faites sur les modèles indiens, etc. Et d'autre part, il y a aussi des fonds dans les banques qui permettent de faire du microcrédit banque normale. Et ces éléments-là fonctionnent depuis 20 ans et ils fonctionnent surtout parce qu'on a toujours que les pauvres étaient ceux qui remboursaient le mieux leurs prêts. Tous les pauvres remboursent leurs prêts. Et en plus, il y a dans les communautés d'habitants des chefs de communauté, c'est-à-dire c'est une organisation communautaire. Donc celui qui ne rembourse pas, il met tout le monde en difficulté. Donc il y a une espèce de contrôle social sur le remboursement des prêts et on a constaté jusqu'à présent que, sauf évidemment, il doit y avoir quelques cas où ça devient impossible parce qu'il y a des catastrophes dans une famille ou un truc comme ça. Mais globalement, ça marche. Et ça marche d'autant mieux, en fait, comment dire, la garantie, c'est la municipalité de Phnom Penh. C'est le fait que c'est un projet public, que c'est un projet qui est financé avec un fonds qui vient de l'Union européenne, que donc il est managé, il est organisé et les habitants sont organisés. Et il faut savoir qu'à Phnom Penh, les communautés d'habitants sont organisées maintenant depuis plus de 20 ans. Et donc, c'est quelque chose que l'on sait faire. Ils ont d'ailleurs il y a eu à un moment donné des choses très violentes, il y a eu des manifestations, il y a eu beaucoup de problèmes, mais en tout cas, on sait faire. Et l'autre élément quand même important, c'est qu'on est dans une période au Cambodge où après la guerre, on est passé dans une phase qui continue aujourd'hui de développement économique et de développement social important. On est parti 79, toute la population était hyper pauvre, il n'y avait plus rien, plus de PIB, etc. Et on est en Asie, je pense que ça joue, et on est dans un pays où il y a des investissements. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la population travaille. La population a du travail et du travail qui est de plus en plus rémunéré. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur les chantiers,
beaucoup de gens qui font du commerce, enfin, etc. Donc, je pense qu'on est aussi dans un contexte favorable de ce point de vue-là, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les villes. Voilà. Alors, avant de vous entendre commenter aussi le témoignage de Martin Luther, vous, Christiane Blanco, et vous-même, Monsieur Tanavout, peut-être une question pour vous, Martin Luther, qui nous est parvenu, une question de Brigitte Bertoncello, qui est une fidèle de notre webinaire, et qui se demande, et il me semble que ça permet de faire le lien avec le cas de Phnom Penh, elle se demande si, au fond, il peut y avoir des projets, ces zones d'habitat informel ou précaires, pour reprendre votre terme, peuvent être l'objet de projets urbains qui iraient bien au-delà de la problématique du logement. Et il me semble que c'est le cas du quartier du projet pilote de Stung Minche qui intègre différentes dimensions. Comment vous répondriez à cette question? En d'autres termes, est-ce qu'à trop focaliser sur la problématique de l'habitat, du logement, on ne passe pas à côté d'autres dimensions qui pourraient contribuer au développement de l'ensemble du quartier? Bon, Oui, l'habitat, pardon, c'est pas à moi de répondre. Si vous souhaitiez, et Martin pourra Jean Luther, répondre aussi. peut-être. Pardon? Moi, je peux dire juste une seule phrase, c'est que Allez-y. c'est l'habitat qui est le moteur du démarrage. Mhm. Après, évidemment, c'est l'équipe des architectes sur place qui décide d'en faire un projet urbain. Donc, on a fait une nouvelle rue, on a raccordé toutes les impasses du quartier avec les nouvelles rues, etc. Donc, ça fabrique un projet urbain, bien sûr. Et ça fait que c'est un remodelage extrêmement important d'un segment qui fait 3 km de long quand même. Hein, voilà, et on a fabriqué une voie, certes pas très large puisqu'elle fait 6 mètres, mais une voie de 3 km qui permet de boucler pour les voitures, les scooters, enfin, une vraie rue, quoi. Bon. Alors, Martin Luther, est-ce que vous faites oui. vôtre la réponse de Christiane Blanco? Oui, également, parce que lorsqu'on parle d'habitat, c'est l'habitation et l'environnement immédiat. Vous voyez, c'est pas seulement l'habitation. Donc, lorsque je parle d'habitat, c'est non seulement l'habitation, mais c'est également l'environnement autour de l'habitat. Et tout à l'heure, je vous ai fait comprendre que l'État a mis sur pied des programmes qui avaient pour but, c'est vrai que ce programme-là a été muté plus tard en programme participatif d'amélioration des bidonvilles, mais il faut dire que ces programmes-là ont essentiellement pour but de désenclaver. Vous voyez, ils s'apprentissent plus sur le désenclavement. Et ce qui fait que les populations qui ont leur habitat, c'est-à-dire habitation et environnement immédiat, qui restent précaires, se disent OK, d'accord, bon, on a désenclavé le quartier, mais est-ce que nous avons la possibilité d'y demeurer pendant longtemps? Parce que c'est la raison pour laquelle je pense que le fondement de la précarité ou de l'informalité, c'est la question foncière. C'est ça le fondement de la précarité. Donc, tant que cette question-là n'est pas résolue, quelles que soient les actions qui seront menées, il y aura toujours ce problème de précarité qui va demeurer. Parce qu'il y a justement ce poids psychologique-là qui demeure. Les populations ne savent pas si, malgré tous les programmes qui sont mis sur pied par l'État et même implémentés dans ces quartiers-là, est-ce qu'elles ont la possibilité d'y demeurer longtemps, ces populations-là. Donc, c'est ça le Alors, blocage. je ne sais pas si c'est votre sentiment, mais j'ai le sentiment que le temps est passé très très vite. Nous allons prendre néanmoins le temps, peut-être pas de répondre à mon invitation qui était de réagir, de vous faire réagir au cas de Yaoundé, mais peut-être de répondre à la question de Jean Yango, ça sera peut-être une manière d'y répondre, qui vous demande si dans un cas comme dans l'autre, vos projets ont déjà donné lieu à des tentatives de modélisation pour les dupliquer ailleurs. Est-ce que ce serait la meilleure façon de faire ou est-ce qu'il ne faut pas considérer que non, il faut partir in situ, partir des problématiques propres au contexte pour essayer d'enclencher une dynamique? Mais ce n'est pas à moi de faire les questions et les réponses. Comment vous répondriez à cette interpellation de Jean Yango pour conclure notre webinaire avant d'entendre la restitution que va en faire notre ami Christian Quilleux? Qui veut répondre? Peut-être monsieur... Deux mots. Je peux Oui. dire plus 2 mots. Il y a eu cette année
un petit document qui a été fait qui s'appelle Capitalisation, que d'ailleurs, qui pourrait tout à fait être diffusé, hein, et qui dit en gros, ben voilà ce qu'on a fait et voilà les leçons qu'on peut en tirer, quoi. Et les leçons qu'on peut en tirer sont celles que Martin Luther a bien développées et qui sont en fait des leçons qui disent vous pouvez pas dupliquer, par contre vous pouvez avoir une posture qui vous permet d'être respectueux des habitants, de prendre en compte le terrain et le territoire tel qu'il est, de prendre en compte les capacités financières des gens et de les sortir de la précarité. Et c'est ça ça doit être ça votre objectif principal. Et pour faire ça, il faut que les gens participent. Je crois que si on dit ça, après, tout est adaptable. Parce qu'évidemment, la forme même de l'habitat, elle est liée à Phnom Penh. C'est une espèce de compartiment chinois minimal, la largeur des rues, la façon de... Évidemment, c'est lié, mais c'est lié à la culture des gens et ça rentre complètement en phase avec leur culture urbaine et avec leur culture de leur habitat. C'est pour ça que ça marche. Voilà. Messieurs, il me semble que les propos de Christiane Blanco pourraient être les mots de fin provisoires, mais qu'en est-il? Est-ce que vous souscrivez pleinement à ce que vient de dire Christiane Blanco? Martin Luther et ensuite peut-être M. Tanavut. Nous, j'aime bien j'ai une suggestion, petite suggestion aussi, avec, je suis d'accord avec mon architecte de Christian Blanco qui va raconter sur, au point de vue de l'urbanisme et de l'urbanisme architecture de la ville de Phnom Penh. Mais nous, on a suivi sur la politique du gouvernement concernant sur le début, c'est la réduction de la pauvreté. Il y a un point de la directive sur la réduction de la pauvreté. Après, on a, dans le cadre de réduction de la pauvreté, il y a la réhabilitation de la zone informelle. Dans la zone informelle, il y a un programme de développement de zones informelles. Dans le planning, dans la planification de 5 ans, de 10 ans et de 15 ans. C'est-à-dire, on a fait depuis des 15 ans déjà pour reçu un document de base sur notre résultat actuel pour présenter. Vous voyez? Donc, il y a 2 points. Il y a le Pumendong, Pumtnaut, comme ça. La politique, il y a avant, il y a le relogement. On a transmis pour le relogement. C'est-à-dire si les pauvres les enfants qui vont loger sur la route, on en fait reloger. Et après, la politique là, c'est reloger parce qu'il a touché avec, bouché avec les égouts, avec le trajet de route comme ça. Et d'autres points, c'est reloger sur place. C'est-à-dire, on a étudié dans certains des quartiers pour qu'ils puissent faire le rôle, par exemple, comme le quartier de Saint-Outier. Ça, on a relogé sur place. On fait le canal, on fait les infrastructures, approvisionnement de l'eau potable, et on a cherché les choses pour le marchandise. Donc, on a fait la politique de reloger sur place. Mais avant, il y a une politique de reloger ailleurs. Si les villages qui a touché avec les bouchers, avec les rues, les égouts, c'est comme ça, il faut reloger. Mais comme le quartier de M. il y a une possibilité en équipe d'urbanistes qui vont étudier sur ce site-là, on peut reloger. C'est-à-dire, on fait les infrastructures, on approvisionne l'eau potable et les égouts. Bon, ça réussit comme on a présenté à elle. Donc, à mon avis, je crois que tout ça, c'est selon la stratégique politique du gouvernement qui va donner la directive aussi. C'est-à-dire que selon la politique, la décentralisation et la déconcentration pour notre autorité locale de faire sur place concernant sur cette base donnée sur place.
C'est un point important que l'on a déjà eu l'occasion d'évoquer, la nécessaire articulation des démarches locales et puis nationales, et puis sans oublier les internationales et les niveaux intermédiaires. Martin Luther, j'imagine que vous vous retrouvez pleinement dans les propos qui viennent d'être dits, mais je vous laisse le soin de le dire par vos propres mots. Oui, en effet, je suis tout à fait d'accord avec Monsieur le conseiller municipal. Il est question aujourd'hui, dans le pays du monde, de repenser les questions liées à la résolution des problèmes liés à la prolifération de l'habitat précaire. Réhabiliter les habitations localisées dans des zones moins risquées, déguerpir les populations localisées dans des zones à très haut risque et les recaser. Donc voilà les solutions. Mais comme je l'ai dit, on ne peut assister à une réelle mutation du bâti dans les quartiers habitat précaires ou les quartiers informels que si on a résolu la question foncière. Donc tout part de là. Pour voir une réelle mutation, c'est-à-dire un changement dans les matériaux de construction et autres, il faut d'abord résoudre ce problème. Le foncier, c'est un mot qui est revenu de manière récurrente. Il y a un mot qu'on n'a pas prononcé, mais que vous m'avez fortement suggéré, c'est celui de capacité. Je n'ai pas dit empowerment, j'ai dit capacité. Il me semble que à travers vos démarches, vous contribuez à renforcer la capacité des habitants, en lien bien sûr sur la base d'un soutien des pouvoirs publics. Voilà, le temps est venu d'entendre. Alors, je crois que vous ne vous connaissiez pas avant ce webinaire, mais quelque chose me dit que vous allez prolonger l'échange et éventuellement faire des visites réciproques, les uns à Yaoundé et l'autre à Phnom Penh. Mais auparavant, on va se tourner vers Christian Quilleux, qui a la lourde tâche, non pas de faire la synthèse, c'est proprement impossible, mais de nous faire une restitution, y compris personnelle. Et nous laisserons ensuite à Charlotte le soin de nous donner rendez-vous pour la suite de ce cycle. Christian. Bonjour à tous, bonjour à tous les panélistes. C'était très, très, très enrichissant ces échanges. J'ai envie de dire franco-asiatiques ou camerouno-cambodgiens. Je retiens d'entrée deux grands mots. Le premier a été prononcé par Martin, que je connais très bien. La mutation ne peut être assurée que par le foncier. Cette phrase, j'estime, c'est la conclusion. Mais l'autre seconde phrase que j'ai beaucoup adorée vient de Christian Blanco qui dit tout le monde on devient comme tout le monde à partir du moment où on a été intégré dans la ville. Je pense que ces deux piliers sont, à mon avis, le résultat de la grande réflexion des échanges d'aujourd'hui. Toutefois, je vais quand même retracer les fils des échanges. Je commence par Martin qui, d'entrée, a retracé le début de ce qu'on pourrait appeler la précarisation de l'Afrique ou de Yaoundé, de l'époque allemande à l'époque française. Il nous a bien montré comment les Allemands ont initié, les Français ont maintenu. L'État camerounais devenu indépendant a essayé de corriger avec certaines insuffisances, notamment les basculements à l'échelle mondiale, la récession par la SIC, la maïture et j'en oublie le crédit foncier. Donc, ces trois grands acteurs qui ont été mis sur pied par l'État camerounais pour corriger la précarisation n'ont pas suffi à résoudre de façon permanente le problème. Également, dans son propos, Martin a beaucoup insisté sur le rôle des élus, qui doivent avoir un rôle avant-gardiste. Il a longtemps percuté, martelé, il faut anticiper, ne pas attendre d'être surpris, constituer des réserves, avoir de la vision. Parce qu'aujourd'hui, les villes, notamment la ville de Yaoundé, en plus d'être victime d'un exode rural, est en une accélération de la précarisation et une occupation accélérée des zones à risque. Donc, son appel à l'endroit des élus me semble essentiel de rappeler. Bien sûr, souvent, les élus l'entendent, mais les moyens financiers ne suivent pas. Il a également mentionné, je l'insiste dessus, quelques initiatives de désenclavement implantées par l'État avec des résultats qu'on peut améliorer et qui, bien entendu, avec son expertise, vont être améliorés. Et alors, à Phnom Penh, je retiens trois grands mots. Collaboration, coopération, co-construction. Parce que tout au long des échanges, on a bien vu l'assistance et la fusion parfaite, j'ai envie de dire, entre Christian Blanco et
M. Tanavout, comment ce duo parfait a réussi, malgré la distance géographique, la distance sociologique, à amener et à impulser un projet. J'ai beaucoup aimé ce qu'elle a mentionné en début de son propos. Nous n'avons pas formé des urbanistes, mais nous avons fait des projets avec eux. Elle a appliqué ce qu'on appelle aujourd'hui du learning by doing. Et je pense, à mon sens, c'est ce qui manque à de nombreux projets. Souvent, on forme des personnes de façon théorique sans leur donner l'occasion d'appliquer avec eux. Et je pense que c'est une leçon à maintenir. L'assistance par l'action, en mon sens, reste à garder dans le cas de Phnom Penh. Et aussi ce qu'elle a dit, j'ai beaucoup aimé les deux analyses. Avant, on éloignait les populations de leur bassin d'origine. Aujourd'hui, on essaye de les maintenir dans leur bassin de vie en agissant, comme elle a dit, avec beaucoup d'échanges, beaucoup de partage, beaucoup de management. Et la partie COVID que j'ai beaucoup appréciée, qui a dit comment gérer un projet architectural à distance. Ça, je trouve que c'est un brillant challenge. Comment piloter ensemble des projets d'architectes en distance avec une langue, avec une fracture géographique, ethnologique, sociologique. Ça, c'est également très brillant qu'ils ont réussi ce challenge. Et alors là, bravo pour la maison à 24 mètres carrés, qui, à mon sens, quelque chose qu'il faut diffuser auprès des étudiants des pays du Sud qui parfois font face à une demande pressante des populations précaires, mais ils ne sont pas toujours outillés pour créer des modèles d'habitat adaptés aux revenus limités et à des espaces, comme le Martin l'a dit, et des espaces à risque. Aujourd'hui, le terme espace à risque devrait pouvoir évoluer au vu de ce qu'on a entendu parce qu'on est capable aujourd'hui de penser cela. Et aussi, je vais sortir, enfin pas sortir, continuer en disant la collaboration avec les jeunes architectes, comme l'a mentionné longtemps Christian Banco, et l'optimisation de la surface habitable que je trouve également très riche. Comment on peut réussir ensemble à créer un modèle qui satisfait à la fois les techniciens et les populations. Ce sont des challenges qui, à mon sens, devraient davantage avoir écho et faire écho. Et surtout, vraiment, bravo à tous les analystes que nous avons aujourd'hui. Bravo à Martin, à Madame Blanco et à Monsieur Tanavout pour votre expertise, votre vision. Comme pour dire, pour sortir dans l'histoire du Cambodge, j'aimerais poser une question en disant, est-ce que sans l'assistance financière, on aurait eu le même résultat? Je pense que vu l'envie et la détermination de réussir, il n'aurait pas eu le même résultat, mais il se serait approché d'un résultat fort appréciable. Et je remercie donc l'ensemble des panélistes, Sylvain, Charlotte, William, pour toute la coopération autour de cette initiative urbanisme informel. J'espère avoir ramassé en quelques minutes le résumé de cet échange enrichissant et j'espère vous avoir fait plaisir. À très bientôt. Merci Christian pour ce brillant exercice de synthèse et merci pour tes propos qui résument en fait les interventions des différents panélistes et viennent nous rappeler le fait que la formalité représente en fait une nécessité pour ces citoyens qui décident d'autogérer leur lieu et leur vie de travail, mais que chaque ménage organise son propre espace et en lien avec les autorités locales qui peuvent les aider à les intégrer avec les espaces voisins dans une dynamique de construction cohérente de l'urbain. Je renouvelle donc mes remerciements à son Excellence Monsieur Tanavout Nak, à Madame Christiane Blanco et au Docteur Martin Djatche pour votre présence, mais aussi pour vos témoignages complémentaires sur ce sujet d'une importance capitale pour créer les villes de demain. Donc merci aussi à toutes et tous pour votre participation, chères webineuses et chers webinaires. Nous nous retrouverons donc le mardi 19 décembre 2023, même heure, pour un dernier webinaire posant la question suivante: l'informel laboratoire de l'urbain. Au plaisir de vous retrouver le mois prochain. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.